voit bien que nos ancêtres, et notamment les Égyptiens, maîtrisaient les éléments naturels, ils maîtrisaient cette conscience mathématique. Ils avaient aussi conscience de l'importance de la foi. Parce que, on va le voir après, ils maîtrisaient l'inconscient. Et donc, ils savaient la manière dont l'inconscient pouvait influer sur les êtres ou sur les éléments. Hein. Ils maîtrisaient également les méditations. Donc, ils avaient cette capacité à élever leur niveau de conscience et à ressentir les choses à l'avance. D'ailleurs, vous voyez, les Amérindiens, ils savaient, hein, je veux dire, ils n'avaient pas besoin de la météo quand il y allait avoir un cyclone ou ce genre de choses. Ils ressentaient ça dans la nature. Hein. Nous, c'est fini, on n'a pas du tout cette capacité-là aujourd'hui. Voilà, donc on peut passer au prochain slide. Et là, je vais vous parler donc maintenant du second livre. Voilà, alors ce prochain livre va parler des secrets d'éveil des anciennes civilisations. Donc, on peut passer le slide, si c'est possible. Alors, pour ça, je suis allée faire un peu le tour du monde du symbolisme ancestral. Et j'y ai découvert des liens, puisque comme j'ai vu que dans la fleur de vie était quand même inscrite dans de nombreux pays, et donc du coup, et avait une vocation symbolique et spirituelle, je me suis dit, bon, alors dans tous ces continents-là, il y a forcément, dans les anciennes civilisations, il y a forcément d'autres choses. Donc je suis allée voir le yin et le yang. Et alors je vais me le mettre, j'ai même mis des petites notes. Et en fait, le yin et le yang, donc, il vient des Chinois. Les Chinois, alors on ne sait pas exactement quand ça a été apposé. Hein. On pense que c'est à peu près 200 ans avant Jésus-Christ, mais on n'en est pas vraiment sûr. En revanche, ils avaient séparé en deux les énergies. Quand je dis les énergies, c'est finalement, vous voyez, le yang correspond à tout ce qui est énergétique et matériel, matière, lumière, mise à jour, le chaud, le feu, etc. Et le yin, c'est la partie immatérielle, la nuit, la lune, etc. Alors, j'ai bien analysé ce phénomène-là. Souvent, on dit, et ça, c'est quelque chose qui me perturbe, c'est la partie noire, c'est la partie négative, et la partie yang, c'est la partie positive. Pour moi, c'est totalement faux. C'est-à-dire que la partie yang, c'est la partie active, celle qui est toujours en activité, qui est un peu dans le superficiel, mais c'est notre partie à nous, parce qu'on est composé de ces deux parties, hein, qui sont des parties complémentaires, mais en dualité. C'est notre partie, je dirais, qui veut avancer. Et d'ailleurs, c'est souvent une partie, c'est souvent l'ego aussi, des fois, qui nous fait avancer, qui nous dit « Ah ben non, moi je suis ça et je dois faire ça ». Et puis on a de l'autre côté une autre partie yin, qui est plutôt en retrait, qui correspond, je dirais, à l'inconscient. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'elle est décrite. C'est la partie finalement qu'on ne voit pas. C'est ces 90% qui sont là, un peu dans l'ombre, et qui observent. Et on a ces deux parties-là en nous. Ces deux parties-là sont extrêmement importantes parce que, et d'ailleurs ils l'ont décrit comme ça, hein, les Chinois, ce sont deux parties duelles, mais complémentaires. Alors, comment ça se manifeste chez nous? Chez nous, on a, et je pense que tout le monde sera d'accord, on a cette fameuse partie qui dit il faut que j'avance, il faut que je sois quelque chose dans la société, il faut que ci, il faut que ça, et je suis ça, je corresponds à ça, etc. Ça, c'est la partie yang, qui est une partie qui est très bien parce que c'est la partie qui nous permet justement d'avancer, d'évoluer, de construire en fait. Hein. Et puis on a cette fameuse partie yin. Et là, je dirais, c'est la partie inconsciente, la partie à l'intérieur de nous. C'est ce que l'on est. La partie yin, elle sait ce que l'on est. Elle nous connaît, elle sait déjà ce que l'on est. Elle ne parle pas, elle ne dit rien. C'est cette fameuse partie inconsciente qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on peut maîtriser, par exemple, en cas d'hypnose ou de méditation. Et en fait, quand on médite, on va dans cette fameuse partie yin. On va dans cette fameuse partie cachée qui, elle, sait exactement qui on est, ce que l'on est profondément. Et ce que l'on est profondément aujourd'hui, dans les temps actuels, on ne sait plus qui on est, parce qu'en fait, on doit correspondre à ce moule qui nous dit mais toi, tu dois travailler à l'école, tu dois faire des études, tu dois travailler dans telle chose, parce que c'est la représentation de la société.
Mais en fait, on ne s'inquiète pas de savoir qui on est. Les anciennes civilisations, eux, s'inquiétaient de savoir ça. Ils disaient, il faut équilibrer ça. Connais ton yin. Apprends à maîtriser ton yin. Apprends à travailler avec lui. Donc on le voit dans le tai chi, on le voit dans beaucoup de choses. Ils apprenaient justement à équilibrer ce yin et cette partie inconsciente. Et pour moi, toutes ces parties-là, que ce soit le yang ou le yin, même si la partie yin est noire, elle n'est pas du tout négative. Elle est complémentaire de la partie yang. Sauf qu'aujourd'hui, dans les temps actuels, on ne sait plus aller dans notre partie yin, pardon. On ne sait plus y aller parce que métro, boulot, dodo. C'est compliqué. Et pourtant, si on veut s'éveiller, et c'est le sujet du prochain livre, c'est-à-dire quel est le processus d'éveil et comment on peut s'éveiller, si on veut s'éveiller, il faut aller dans notre partie yin. Et cette partie yin, elle a été identifiée comme quelque chose de négatif, et je pense savoir pourquoi. C'est simplement que on va aller travailler dans nos profondeurs, donc dans nos blessures, dans finalement ce que l'on est profondément et qui ne correspond pas du tout à ce que la société veut aujourd'hui de nous. Donc il y a un vrai travail d'équilibrage entre ces deux choses-là. Et l'éveil ne peut pas avoir lieu tant qu'on n'est pas allé chercher dans cette partie yin. Parce qu'aujourd'hui on est yang, enfin la société est plutôt yang, et la société ne s'occupe pas de cet équilibre, d'aller chercher vraiment qui on est, sans se soucier de savoir si on correspond à quelque chose pour la société. Les animaux, eux, en général, ils sont yin et yang. Ils ne s'inquiètent pas de savoir si ils sont bien pour la société. Ils font ce qu'ils ont à faire, et puis c'est tout. Et quand ils doivent dormir, ils dorment. Puis ils se reposent, et puis ils sont dans l'inconscient. Alors, on va passer au prochain slide. Alors, évidemment, je détaille beaucoup plus de choses, mais je vais vous parler de la symbolique du serpent, parce que ça a un lien qui est fondamental avec ce fameux équilibre yin et yang que l'on doit rechercher pour favoriser cet éveil. Et cette fameuse partie de nous qui est assez compliquée à aller chercher et dont la société ne nous aide pas aujourd'hui à aller chercher. Le serpent, il est considéré comme quelque chose de négatif souvent. Le serpent, c'est souvent, d'ailleurs, on pourrait peut-être l'imaginer comme une partie yin. En fait, il est souvent le symbole de quelque chose qui fait peur. Mais dans les anciennes civilisations, le serpent est considéré comme l'objet de la transformation, de la renaissance, de la transmutation. Par exemple, en Égypte, les Égyptiens, vous savez, les pharaons l'avaient sur la tête. Il était symbole de la création, de l'immortalité, de la croissance. Chez les Amérindiens, il symbolise la guérison, la fertilité, les Celtes, la fécondation. Donc on voit bien que ce qu'on peut imaginer, nous, comme quelque chose de négatif, en fait, est extrêmement positif. D'ailleurs, le serpent y mue. Vous voyez, c'est vraiment une bête à sang-froid, mais qui mue, donc qui change, qui enlève son ancienne peau. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que, justement, dans l'éveil, on doit enlever et retirer cette ancienne peau que l'on a. Et je peux vous dire que ce n'est pas un travail d'une journée, c'est un travail, des fois, de toute une vie, et des fois, on n'y arrive pas. Mais c'est vraiment ce serpent, au-delà du yin et du yang, je dirais qu'il fait un peu la jonction des deux. C'est-à-dire que si on veut équilibrer les deux, il va falloir opérer une grande transformation à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, c'est très compliqué, parce que dans cet éveil, il va falloir à la fois aller chercher le yin et le yang, mais en plus, il va falloir retirer notre ancienne peau, transmuter, se métamorphoser. Donc voilà. Alors ce serpent, effectivement, il est l'équilibre de la transmutation. Et pour transmuter, pour retrouver cet équilibre de yin et de yang, il va falloir retirer tout ce qui est ego, tout ce qui est lié à l'ego, et donc faire abstraction de l'ego pour pouvoir justement être soi dans son entièreté. Donc faire en sorte que ce fameux yin et yang puisse être ensemble et découvrir en soi sa vraie dimension, unifiée, je dirais.